Assemblée nationale débat aujourd'hui sur le projet modifiant le budget 74, autrement dit sur les mesures prises par le gouvernement pour tenter d'enrayer l'inflation. ORTF, encore beaucoup de réactions après la décision du gouvernement de remplacer l'Office par 7 sociétés nationales. Monsieur Sérac, pour le patronat français, signe avec Monsieur Malter pour les cadres un accord de concertation dans les entreprises entre la direction et le personnel d'encadrement. Henry Kissinger est à Paris pour parler de la rencontre Nixon-Brejnev et de l'Europe. Le secrétaire d'État américain prendra son petit déjeuner demain avec le président de la République. Tour de France, Eddy Merckx gagne la 7e étape à Chalon-sur-Marne et reprend le maillot jaune au Hollandais Carstens. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. La discussion des mesures fiscales à l'Assemblée nationale, les réactions au plan de réorganisation de l'ORTF, le séjour à Paris de M. Henry Kissinger, ce sont là en effet quelques-unes des principales informations de la journée, auxquelles il faut ajouter la nouvelle expérience soviétique dans l'espace. 2 hommes ont rejoint la station orbitale lancée par les soviétiques le 25 juin. Mais il y a aussi, et c'est par là que nous allons commencer ce soir, l'accord conclu par le patronat français, le CNPF, et la Confédération générale des cadres, c'est-à-dire la CGC. Cet accord, en effet, est très important, c'est même un événement dans le domaine social. De quoi s'agit-il? Il s'agit de développer dans les entreprises la concertation entre la direction et le personnel d'encadrement. Des commissions de concertation, d'information, de consultation seront mises en place et nous allons voir en quoi cet accord est important et ce qu'il peut changer dans la vie des entreprises. Et voilà la signature du CNPF et celle de la CGC au bas de l'accord. En effet, à partir d'aujourd'hui, le patronat français adresse une recommandation aux chefs d'entreprise pour qu'ils développent et négocient la concertation avec les cadres, les ingénieurs et les agents de maîtrise. En clair, cela signifie non seulement davantage d'informations dans l'entreprise, mais encore consultation, décentralisation des pouvoirs, participation à l'élaboration des décisions. Cette déclaration commune, que peut-elle transformer dans les entreprises? Eh bien, je pense d'abord qu'elle va éclairer un peu une conception des rapports. C'est très important que l'ensemble des cadres de l'entreprise sache ce que pensent les patrons de la façon dont les rapports entre eux et la direction peuvent s'organiser. Deuxièmement, nous leur avons dit, voilà les objectifs. Et il faut que vous vous mettiez d'accord entre vous, dans l'entreprise, tous les cadres d'un côté, la direction de l'autre, sur des moyens d'établir une information et une concertation entre vous. Une vraie information qui monte et qui descende. Et une vraie concertation aux différents niveaux qui intéressent les cadres et la direction. En ce qui concerne la Confédération générale des cadres, je suis certain que nos sections syndicales d'entreprise prendront les initiatives nécessaires pour entamer des négociations avec leur direction générale. Je ne vois pas comment celle-ci pourrait dire, ce qui parfois leur arrivait dans le passé, que la négociation n'est pas possible, étant donné que ce serait un problème dépendant du CNPF, puisque le CNPF s'est mis d'accord avec nous sur une déclaration commune pour préciser en quoi consistait la concertation. Et nous leur avons dit, cette recherche, vous devez la faire en commun. On ne vous impose pas un modèle, a priori. Nous savons que les situations sont très différentes. Mais la Confédération générale des cadres et le patronat, nous sommes d'accord pour vous dire, voici l'objectif, à vous de l'atteindre. Et je crois que cette démarche introduit dans les rapports de l'entreprise une chose nouvelle, une innovation extrêmement importante et très prometteuse pour l'avenir. C'est donc d'un premier pas dont il s'agit. Il faut passer de la théorie à la pratique et je pense et j'espère que tout le monde le comprendra. Dans les entreprises du secteur privé, tous les cadres sans exception, tous les cadres syndiqués ou non, sont directement concernés par cet accord. Tous les cadres du secteur privé, cela signifie environ 1 500 000 salariés. Plus grande puissance économique pour la France, davantage de justice pour les Français, telles sont les 2 ambitions du gouvernement présentées cet après-midi par M. Jean-Pierre Fourcade,
à l'occasion du débat sur les mesures économiques et sociales adoptées les 12 et 19 juin dernier par le Conseil des ministres. Le ministre de l'économie et des finances, dont c'était la première intervention à la tribune de l'Assemblée nationale, une intervention généralement bien accueillie, a développé les 3 principes de l'action gouvernementale: rigueur, efficacité et justice. Rigueur dans la gestion des finances publiques, efficacité par la mise en place du dispositif présenté il y a 3 semaines. Ce dispositif est le suivant: impôt supplémentaire pour les contribuables les plus aisés et surtout pour les entreprises, encouragement à l'épargne, plan d'économie d'énergie, renforcement du contrôle des prix. Justice enfin, par l'accentuation de la lutte contre la fraude fiscale et par la mise en œuvre de mesures sociales, par exemple le relèvement des pensions, du minimum vieillesse, du SMIC et des allocations familiales. Du côté des députés qui ont répondu à M. Fourcade, peu de surprise pour M. Papon, rapporteur général de la Commission des finances. Le programme du gouvernement est cohérent. Pour M. Bouloche, socialiste, ce plan est insuffisant, inadapté et injuste. Pour M. Brocard, républicain indépendant, le gouvernement a le mérite d'opérer en douceur et il fait supporter les sacrifices aux plus favorisés. Pour M. Baillot, au nom du Parti communiste, l'austérité frappe d'abord les salariés, les familles de conditions modestes, les travailleurs indépendants et les petites et moyennes entreprises. Et puis, une intervention remarquée, celle de M. Michel Debré, qui s'exprimait au nom du groupe UDR. Ce programme, a dit M. Debré, est réaliste et courageux. Mais pour l'ancien Premier ministre, il ne s'agit là que d'une première étape. Il faut maintenant définir une politique globale des revenus et proposer un plan intérimaire de 3 ans. À l'heure actuelle, la discussion est interrompue. Elle reprendra à 21 h avec l'exposé de M. Carreau, qui s'exprimera au nom du nouveau groupe des réformateurs, centristes et démocrates sociaux. Une quinzaine d'orateurs interviendront ensuite avant l'examen détaillé de ces mesures économiques et sociales présentées par le gouvernement. Et on peut le dire, la nuit risque d'être fort longue. Ici au Palais Bourbon, les députés ont en effet l'intention d'aller au finish et de terminer leurs travaux à l'aube. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il était naturellement beaucoup question cet après-midi de l'ORTF et du plan de transformation de l'Office décidé hier par le gouvernement. Ce projet a suscité et suscite encore une multitude de réactions. Beaucoup de questions se posent, qui pour le moment restent sans réponse, mais je crois, Joseph Pauly, que l'on peut faire déjà ce soir une sorte de bilan de ces réactions pour le plan qui doit permettre aux téléspectateurs de se faire une idée de la complexité et de l'importance du problème. Oui. Je crois que si l'on veut résumer ces réactions, l'on peut dire que du côté de la majorité, elles sont favorables, mais parfois prudentes, que du côté de l'opposition, elles sont hostiles, et que du côté syndical, en particulier à l'intérieur de l'ORTF, ce n'est pas l'enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Les syndicats se posent beaucoup de questions et mettent l'accent sur les problèmes de la garantie de l'emploi. En d'autres termes, devant un problème aussi complexe que celui de la réforme de l'ORTF, les réactions sont complexes. Prenons des exemples. D'abord, la privatisation. Le gouvernement l'a écartée. Certains membres de la majorité s'en réjouissent, comme M. Robert-André Vivien, par exemple, qui a présidé à l'Assemblée nationale la commission de contrôle de l'ORTF, comme M. Diligent, le sénateur, le président du groupe centriste du Sénat, qui pense que cette privatisation aurait donné lieu, je le cite, à de sordides combinaisons. L'opposition était farouchement hostile à la privatisation. Elle prend acte de ce que le socialiste Georges Fillou appelle un recul des partisans du privé. Mais elle se demande avec lui si ce n'est pas reculer pour mieux sauter. Et le Parti communiste trouve, lui, sur ce sujet, que le gouvernement a accumulé les inconvénients. La tutelle de l'État, dit-il, sera alourdie et la pénétration des capitaux privés sera favorisée. C'est ce qu'écrit en substance ce matin l'Humanité sous la plume de René Andrieux. Ensuite, la concurrence. À quoi aboutira-t-elle, se demande M. Caillavet, le sénateur radical de gauche? À la course au sondage, répond-il, et à des émissions exactement comparables et programmées aux mêmes heures sur les 3 chaînes. Pas du tout, explique M. Chineau, le rapporteur de la commission de contrôle sur l'ORTF de l'Assemblée nationale. La concurrence alliée à l'exercice de la responsabilité créeront un bon climat pour améliorer la qualité d'une télévision qui est l'une des meilleures du monde. Et Robert-André Vivien rappelle la formule du gouvernement, une meilleure qualité au meilleur prix. Quant à certains réalisateurs, artistes, auteurs, ceux que nous appelons dans notre jargon les personnels hors statut, ils ont peur, et je résume leur pensée, qu'avec la concurrence, la notion de rentabilité l'emporte sur la qualité. Troisième point, l'avenir du personnel de l'ORTF. Alors que ce soit l'intersyndicale de l'ORTF, FO, la CGC ou la CFDT, une préoccupation majeure, l'avenir et le statut des personnels de l'actuel ORTF. L'intersyndicale ne cache pas d'ailleurs que s'il y a de sérieuses menaces sur l'emploi, elle envisage ce qu'elle appelle une riposte syndicale. Rappelons que le Premier ministre a déclaré hier qu'il n'y aurait pas de licenciement collectif suivi de réembauchage. Mais c'est précisément l'intersyndicale de l'ORTF elle-même
qui explique dans son communiqué d'hier que le projet étant politique, c'est d'abord aux hommes politiques qu'il appartient de prendre position. Et bien, avant le grand débat qui va s'instaurer au Parlement très prochainement, on ne connaît pas encore la date, ils ont commencé à le faire. Nous allons alerter l'opinion publique, disent les socialistes, pour ce coup très grave porté à la démocratie, ajoutent les communistes. Vous êtes dans la bonne voie, disent les partis de la majorité, centristes, républicains, indépendants, UDR, et Pierre Charpie écrit ce matin dans le quotidien gaulliste La Nation, le pays jugera le gouvernement sur cette bataille. Une nouvelle politique de l'immigration a été en effet définie hier au Conseil des ministres. Elle a été précisée ce matin lors d'une conférence de presse au ministère du Travail. Cette politique répond à 3 objectifs. Augmenter fortement l'action sociale en faveur des travailleurs étrangers, alléger et simplifier la réglementation des titres de séjour et de travail, limiter les entrées des travailleurs étrangers de leurs familles en fonction des possibilités d'emploi et de structures d'accueil. On compte actuellement en France plus de 4 millions de travailleurs étrangers. Nous sommes bien obligés de limiter ces entrées en fonction de nos possibilités d'accueil et de nos possibilités d'emploi. Et dans l'immédiat, ceci nous a conduit à prendre une mesure qui consiste à interrompre l'autorisation des contrats d'introduction de main-d'œuvre étrangère pendant les prochaines semaines, en juillet et en août. Et nous pensons que au mois de septembre ou d'octobre, nous pourrons réexaminer cette mesure et ses conditions d'application. Cette mesure conjoncturelle a été dictée par la situation du marché du travail. 4000 travailleurs étrangers entrent chaque mois en France et l'on sait par ailleurs que la situation de l'emploi risque d'être critique d'ici la fin de l'année, notamment à cause des mesures anti-inflationnistes. Pour le gouvernement, il n'est pas logique de laisser l'immigration se poursuivre si un risque de chômage existe. Une lutte sévère sera faite aussi contre les faux touristes et les passagers clandestins. Cette suspension momentanée de l'immigration doit par ailleurs permettre de définir une politique d'action sociale qui s'avère de plus en plus indispensable. Le gouvernement a déjà annoncé des initiatives en ce qui concerne l'accueil, l'alphabétisation, la formation professionnelle. Mais les pouvoirs publics sont surtout décidés à faire un effort important en matière de logements sociaux. Chaque année, plus de 38 000 familles arrivent en France sans logement. Ils ont alors recours aux foyers ou à des habitations souvent peu salubres. Le gouvernement entend également lutter contre le marché noir du travail. Les peines prévues contre les trafiquants de main-d'œuvre et les employeurs peu scrupuleux seront beaucoup plus fortes. L'ensemble de ces mesures nécessite bien sûr d'importants crédits et la participation des entreprises est alors demandée. L'exécution de ces initiatives gouvernementales ne sera pas immédiate. Ouverture, rénovation, modernisation, c'est le mot d'ordre que M. Poniatowski a lancé aujourd'hui à l'Assemblée des clubs Perspectives et Réalité. Les Républicains indépendants, a dit le ministre de l'Intérieur, doivent d'abord être le parti du président de la République et notre action doit être de le soutenir sans relâche dans l'effort qu'il entreprend. La bourse de Paris est maussade, pour ne pas dire plus. La baisse a continué aujourd'hui, au point qu'une dizaine de titres, dont certains sont des vedettes de la cote, ont dû être réservés à la baisse, comme disent les spécialistes. Le lingot a suivi le mouvement, il cotait 20 000 francs à la clôture, soit une perte de 4% par rapport à hier. Le Napoléon, lui, a perdu 10% environ. Le secrétaire d'État Henry Kissinger est arrivé à Paris venant de Bruxelles en début d'après-midi. Et avant de gagner la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, il a prononcé une brève allocution. Je suis très heureux d'être ici et d'avoir la possibilité de rendre compte du sommet de Moscou au président de la République et au ministre des Affaires étrangères. C'est dans la ligne de nos nouvelles relations entre la France et les États-Unis. Les relations justement entre la France et les États-Unis ont toujours été très cordiales. Nous avons toujours été des alliés sur la base de l'égalité et de l'indépendance. C'est dans cet esprit que les discussions auront lieu et qui porteront non seulement sur ce qui s'est passé depuis une semaine, mais sur le futur des relations entre l'Europe et les États-Unis, dans lequel la France joue un rôle important.
Henry Kissinger a un dîner de travail ce soir avec le ministre des Affaires étrangères, M. Sauvagnargues, et demain matin, il prendra son petit déjeuner avec le président Giscard d'Estaing. Au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce matin à Bruxelles, le secrétaire d'État a donné l'assurance aux alliés européens qu'aucun accord secret n'avait été conclu lors du sommet Nixon-Brejnev. Certains pays de l'Alliance Atlantique craignant qu'un arrangement sur les relations Est-Ouest ait été signé derrière leur dos. Pour la première fois depuis la création en 1920 de l'Irlande du Nord, le gouvernement britannique abandonne à la population d'Ulster la responsabilité de choisir elle-même son destin. Le gouvernement britannique annonce aujourd'hui, dans un livre blanc, son intention d'organiser de nouvelles élections en Irlande du Nord. Les élus formeront alors une assemblée qui aura 6 mois pour trouver une solution de remplacement à la Constitution de 1973. Le Conseil de défense de la Ligue arabe, réuni à huis clos depuis hier au Caire, étudie notamment la question d'une fourniture éventuelle d'assistance financière et militaire au Liban pour l'aider à se défendre contre les raids israéliens. L'armée libanaise est l'une des plus faibles du Proche-Orient, mais Israël reproche au Liban de laisser les Palestiniens préparer leur coup depuis son territoire. Le physicien soviétique Andrei Sakharov cessera ce soir sa grève de la faim, une grève qu'il avait commencée vendredi, il y a 6 jours, lorsque M. Richard Nixon était en Union soviétique, afin de demander la libération de certains prisonniers politiques en URSS. Depuis la nuit dernière, une nouvelle expérience soviétique, une nouvelle expérience spatiale est en cours. Il s'agit pour les soviétiques de réaliser une nouvelle opération laboratoire de l'espace avec leur station Salyut. La nuit dernière, les soviétiques ont lancé 2 hommes dans l'espace, 2 hommes qui sont actuellement dans l'espace et qui tentent à bord de leur cabine Soyouz de s'arrimer à la cabine Salyut, la cabine orbitale dans laquelle ils vont sans doute travailler. Voici les images du lancement telles que nous les a envoyées la télévision soviétique. Voici Pavel Popovitch, qui est le commandant de bord. Nous verrons dans quelques instants sur une autre image son second, qui est le lieutenant-colonel Yuri Artyukhin. Et le lancement de ce lance-Soyouz, cette fusée traditionnelle des soviétiques, très inférieure, il faut bien le dire, à la Saturne V. Et cette expérience montre une fois de plus ce que tous les spécialistes savaient, c'est-à-dire le retard des soviétiques dans le domaine spatial. Ils n'ont pas réussi à poser correctement des hommes sur la Lune, ils y ont posé des robots, mais dans le domaine orbital, c'est-à-dire dans le domaine des stations scientifiques, ils sont en retard car, hélas, vous le savez, au printemps 1972, après un séjour d'1 mois dans une cabine Salyut, 3 hommes, 3 soviétiques sont morts. Dobrovolsky, Patsaïev et Volkov, en redescendant, sont morts à la suite de l'ouverture intempestive d'un hublot de leur cabine. Voici le lancement cette nuit de Soyouz 14, à bord donc 2 hommes qui vont tenter, car nous pensions qu'ils l'avaient déjà réalisé, et une dépêche qui est toute récente, puisqu'elle est 19h54, m'indique que cette opération n'est pas encore faite, ils vont tenter de réaliser le raccordement entre la cabine Salyut 3, qui a été lancée le 25 juin, et leur Soyouz 14. Il s'agit pour eux de raccorder ces 2 engins, le Soyouz que voici, qui vient s'amarrer à la tête du Salyut, cette Dacia de l'espace qui fait en gros 20 mètres de long et 30 tonnes, et dans lequel les 2 hommes vont pouvoir travailler. Alors ça, c'est le problème que nous ne savons pas. Il y a, je vous l'ai dit, 2 hommes, nous allons voir leurs photos, Pavel Popovitch et Yuri Artyukhin, un colonel et un lieutenant-colonel. Popovitch est un ancien de l'espace, puisqu'il a déjà volé sur Vostok 4 en 1962, c'est un ancien. Artyukhin est un nouveau. Et c'est un ingénieur qui est chargé justement de ces problèmes d'amarrage entre le Salyut et le Soyouz. Vont-ils simplement étudier l'état du Salyut et vérifier que cette cabine est en bon état avant le lancement d'autres hommes vers cette cabine? C'est une hypothèse. Ou bien il est possible qu'ils rentrent à l'intérieur et qu'ils y restent pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On sait maintenant qu'il est possible, avec les expériences Skylab, de vivre très longtemps dans l'espace. Je pense que nous en saurons plus long dans les jours qui viennent. Blessés ce matin dans un accident de chemin de fer près d'Édin, dans le Pas-de-Calais. L'autorail qui assure la liaison Édin-Montreuil-sur-Mer a heurté l'arrière du train de voyageurs Lille-Boulogne, immobilisé sur la même voie à la suite d'une panne.
Le choc a été très violent, comme en témoignent ces images. À bord de l'autorail avaient pris place de nombreux vacanciers se rendant au bord de la mer. Il a fallu plusieurs heures pour retirer les blessés des tôles tordues à l'aide de chalumeaux et de scie. Ce soir, 10 passagers sont jugés dans un état grave. Une enquête est ouverte afin de déterminer les raisons de la panne qui est à l'origine de la collision. Le chanteur Georges Ulmer a été blessé d'un coup de revolver la nuit dernière près d'Ajaccio. C'est dans un cabaret dont il est l'animateur que le chanteur a été blessé par un client énervé. L'état de Georges Ulmer n'inspire pas d'inquiétude. Allez à l'autre bout du monde, dites que vous êtes français, on vous parlera de Paris. Car Paris n'est pas seulement la ville des Parisiens, elle symbolise la France. Le Conseil de Paris a fixé pour 20 ans le visage futur de la capitale en adoptant le plan d'occupation des sols. Cela veut dire que l'on connaît l'emplacement, la hauteur, l'utilisation des constructions nouvelles de chaque quartier pour 20 à 25 ans. On sait aussi qu'un coup d'arrêt a été donné aux tours style Montparnasse ou Italie. Beaucoup applaudiront cette décision. Mais le plus important reste la densité d'occupation des sols. Dans l'avenir, est-ce que ce coefficient d'occupation des sols sera plus dense qu'il n'était ou sera-t-il moins dense au contraire? D'une manière générale et en moyenne pour Paris, il sera moins dense. Et surtout, il sera modulé suivant les différentes régions de la capitale et les destinations que l'on cherche à leur donner. Il y a certains quartiers qui sont apparus comme plus destinés à l'habitat, d'autres à l'implantation de commerce, d'autres à l'implantation de bureaux. Et ce que l'on souhaite éviter, c'est cette imbrication tout à fait anarchique que vous pouvez constater tous les jours et qui n'est pas souhaitable. Et je crois que c'est un des éléments fondamentaux du plan d'occupation des sols. Si le plan d'occupation des sols prévoit une densité moindre, est-ce que cela ne va pas favoriser la spéculation sur les terrains, puisqu'on pourra construire moins d'appartements ou moins de bureaux sur une même surface? Je ne le pense pas parce qu'ils sont d'une telle importance qu'à mon sens, ils sont tout à fait dissuasifs dans les quartiers dans lesquels on veut dissuader. Je pense, par contre, qu'il sera certainement très souhaitable pour un industriel qui souhaite implanter des bureaux dans Paris d'aller s'installer dans des zones actuellement désertées ou en voie de l'être, comme l'Est de Paris, parce que les coefficients seront incitatifs. Par contre, il faudrait être fou avec les coefficients que nous avons établis pour continuer à implanter dans les bureaux dans l'Ouest. Force est de le constater, le charme de Paris a diminué depuis une dizaine d'années. L'envahissement grandissant de l'automobile, des bureaux, au détriment des commerces et des immeubles d'habitation en sont les causes. Il faut donc être très vigilant si l'on veut préserver l'âme de Paris. Deux mots de sport pour signaler deux records du monde. L'Allemand de l'Est, Timer, a battu le record du monde du lancer du marteau avec un jet de 76,60 mètres. Et l'Allemande de l'Est, Cornelia Ender, a amélioré son propre record du monde du 100 mètres nage libre en 57 secondes et 51 centièmes. Et le tennis, c'était aujourd'hui à Wimbledon, les demi-finales du simple dame. Malgré la pluie, les demi-finales des simples dames ont pu se dérouler cet après-midi à Wimbledon. La soviétique Olga Morozova, de dos sur votre écran, a battu en 3-7 l'anglaise Virginia Wade 1-6, 7-5 et 6-4. L'autre demi-finale opposait l'américaine Chris Evert à l'australienne Melville. Chris Evert l'a emporté facilement en 2-7, 6-2, 6-3. La finale opposera donc samedi à Wimbledon Olga Morozova à Chris Evert. Ce sera une répétition de la finale de Roland-Garros il y a quelques semaines, une finale remportée, vous vous en souvenez, par l'américaine. Demain se dérouleront les demi-finales simples messieurs, Rosewall contre Smith et Connors contre Stockton. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une bonne soirée. Nous nous retrouverons pour 24 heures dernière vers 22h45, autrement dit 11h moins le quart. À tout à l'heure.